Alors imaginez un peu, on est au début des années 60. Au cœur de la finance mondiale, à Londres, une alliance secrète se met en place. Une alliance qui, ni plus ni moins, va décider du destin de l'or, du dollar et de toute l'économie mondiale. Son nom, le pool de l'or de Londres. Et sa mission, c'était de contrôler le prix de l'or, coûte que coûte, pour défendre le dollar américain. Mais attention, il ne s'agissait pas juste d'une petite opération financière, non, non, c'était bien plus que ça. C'était une vraie stratégie de défense géopolitique, une sorte de guerre froide monétaire, si on veut, une poignée de banquiers centraux en secret qui essayaient de maîtriser ce qui était vu comme la valeur refuge par excellence, le marché de l'or. Pour bien comprendre pourquoi cette guerre froide monétaire a eu lieu, on doit faire un petit retour en arrière, juste après la Seconde Guerre mondiale, pour voir comment le système mondial était organisé. Cet accord a ramené une stabilité dont tout le monde avait besoin. Le dollar américain est devenu la monnaie de référence mondiale. Une devise qu'on disait aussi bonne que l'or, tout simplement parce que, en théorie, chaque dollar pouvait être échangé contre une quantité fixe de métal précieux, bien au chaud dans les coffres du Trésor américain. 35 $, voilà le chiffre clé. C'était le prix officiel, fixe pour une once d'or. Ce nombre, c'était l'encre de toute l'économie mondiale. Un point de repère solide dans un monde qui se reconstruisait. Seulement voilà, cette balle mécanique cachait une énorme faille. Un problème mathématique en fait. Pour que l'économie mondiale puisse grandir, il fallait que les États-Unis envoient de plus en plus de dollars partout dans le monde. Le truc, c'est que chaque dollar qui sortait du pays, c'était comme un bon, un ticket qui donnait le droit de réclamer de l'or. Et le nombre de tickets, lui, n'arrêtait pas d'augmenter. Alors que le stock d'or, lui, eh bien, il n'était pas extensible à l'infini. Au tout début, pas de problème. Les États-Unis avaient la main. Ils possédaient quasiment les 3/4 de tout l'or mondial. Largement de quoi couvrir tous les dollars qui circulaient à l'étranger. Le système paraissait blindé. Mais vers la fin des années 50, la balance a commencé à s'inverser dangereusement. Les dépenses américaines à l'étranger, que ce soit pour le plan Marshall ou pour les bases militaires, ont littéralement inondé le monde de dollars. Du coup, les banques centrales étrangères ont commencé à faire ce qui était leur droit, échanger ces dollars contre de l'or. Et là, les réserves américaines se sont mises à fondre comme neige au soleil. La crise pointait le bout de son nez. Il fallait donc agir, et vite, pour éviter une panique générale qui aurait pu faire s'effondrer le dollar. Et surtout, il fallait agir en secret. C'est comme ça qu'en 1961, un petit groupe de banques centrales occidentales a décidé de s'allier pour maintenir en quelque sorte l'illusion que tout allait bien. En tout, ce sont 8 pays qui ont rejoint ce pacte secret. Les États-Unis et le Royaume-Uni en tête, bien sûr, mais aussi les poids lourds européens. Tous se sont engagés à défendre bec et ongle cette fameuse parité de 35 $ l'once. Le deal était plutôt simple. La Réserve fédérale américaine mettait la moitié de l'or nécessaire pour intervenir sur le marché. Et les 7 autres membres se partageaient l'autre moitié. C'était un véritable effort collectif pour essayer de dompter le marché. Bon, alors, comment ça marchait en pratique? C'était assez simple. Dès que la demande privée faisait grimper le prix de l'or et menaçait de dépasser le plafond officiel, hop, le pool intervenait. Il vendait de l'or de ses propres réserves sur le marché de Londres. En augmentant l'offre comme ça, mécaniquement, ça faisait rebaisser le prix. Une manipulation coordonnée, en somme, pour que tout le monde croie que le système était parfaitement stable. Et pendant quelques années, ça a marché. Le pool a réussi à tenir la ligne. Mais ce n'était qu'une solution temporaire, un pansement sur une jambe de bois. Parce qu'en coulisses, les vrais problèmes économiques, eux, continuaient de s'aggraver. L'effondrement n'était qu'une question de temps. La chronologie est assez parlante. D'abord, il y a la France qui commence à jouer sa propre partition. Ensuite, les dépenses colossales de la guerre du Vietnam forcent les États-Unis à faire tourner la planche à billets. Et enfin, le coup de grâce, la dévaluation de la livre sterling qui a semé la panique et la méfiance envers toutes les monnaies papier. Et le défi, il est devenu carrément politique. La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, a été la première à dénoncer publiquement ce fameux privilège exorbitant des États-Unis. En décidant de convertir massivement ses dollars en or et surtout de rapatrier cet or à Paris, la France ne faisait pas qu'un acte économique, c'était un geste politique fort, une véritable déclaration de défiance. La dévaluation de la livre en 1967, ça a été l'étincelle qui a tout fait exploser. D'un coup, les investisseurs et les spéculateurs du monde entier se sont jetés sur le seul actif qui leur paraissait encore sûr, l'or. C'était la ruine. Le chiffre est juste dingue. 400 tonnes. C'est la quantité d'or que le pool a été obligé de balancer sur le marché en à peine 2 semaines, fin 1967. C'était une tentative désespérée de tenir le prix. Mais franchement, c'était comme essayer d'arrêter une vague géante avec un petit saut de plage.
La demande est devenue complètement folle. En mars 1968, elle a tout simplement submergé le marché. Et là, une question très simple et en même temps terrifiante s'est posée. Eh bien, la réponse a été radicale et sans précédent. Pour la première fois de l'histoire moderne, on a fermé de force le plus grand marché de l'or du monde. Le London Gold Market a baissé le rideau pendant 2 semaines pour essayer de stopper l'hémorragie. C'était la fin du pool de l'or. La partie était terminée. Mais cet effondrement, ce n'était pas vraiment la fin de l'histoire. C'était plutôt le début d'une toute nouvelle ère. Alors, quelles ont été les conséquences de cet échec monumental ? Quand le marché a rouvert, on a mis en place une solution un peu bancale. Un système à 2 prix. D'un côté, un prix officiel, toujours à 35 $, mais réservé uniquement aux transactions entre banques centrales. Et de l'autre, un second prix, complètement libre, pour tout le reste du monde, fixé par l'offre et la demande. En gros, un prix officiel qui ne voulait plus rien dire et un prix réel. Bien sûr, cette situation ne pouvait pas durer. Et le 15 août 1971, le président américain Richard Nixon a sifflé la fin de la partie. Dans un discours historique à la télévision, il a annoncé qu'il fermait le guichet de l'or. C'en était fini de la grande promesse de Bretton Woods. Le dollar n'était officiellement plus convertible en or. L'échec du pool de l'or a donc marqué le passage d'un monde à un autre. On est passé d'un système qui était ancré dans une réalité physique, l'or, à notre système actuel. Un système où la monnaie ne repose plus sur de l'or, mais uniquement sur la confiance qu'on accorde au gouvernement et aux banques centrales qui l'émettent. L'héritage de cette histoire est donc immense. Sans le vouloir, cet échec a donné naissance à tout notre système monétaire moderne. Il a aussi servi de modèle pour les interventions coordonnées des banques centrales qu'on voit aujourd'hui. Et il a changé pour toujours le rôle de l'or, qui est passé de monnaie à simple assurance contre l'instabilité du système. Au final, l'histoire du pool de l'or de Londres, c'est l'histoire des limites du contrôle. Elle nous montre que même les institutions les plus puissantes du monde ne peuvent pas lutter indéfiniment contre les forces du marché. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque. Si les interventions des années 60 ont fini par échouer, qu'adviendra-t-il des interventions d'aujourd'hui qui sont d'une toute autre ampleur ?